Mercredi 12 août 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'une de l'actualité, deux navires transportant des produits pétroliers pourraient arriver simultanément à Tuamasin. Le premier, en provenance de Nigeria, a été affrété par l'État par l'intermédiaire de la SPM. Le second provient du circuit commercial habituel et a été affrété par les opérateurs pétroliers regroupés au sein du Groupement des pétroliers de Madagascar ou GPM. Or, le site de stockage pétrolier de Tuamasin est unique et fait déjà l'objet d'une réquisition par l'État. Le GPM craint ainsi que cette décision unilatérale du gouvernement n'entraîne des perturbations dans l'approvisionnement en carburant dans le pays dans les prochains jours. Reportage. C'est cette déclaration du groupement des pétroliers de Madagascar qui a alerté l'ensemble des acteurs. Selon les opérateurs pétroliers en activité à Madagascar, les mesures prises par le gouvernement pourraient avoir des répercussions sur les stocks de carburant, leur distribution, ainsi que sur l'approvisionnement en produits pétroliers à travers le pays. L'annulation ou la perturbation d'un approvisionnement déjà planifié, portant sur plusieurs catégories de produits pétroliers, peut affecter l'équilibre des stocks disponibles et par conséquent la distribution nationale, notamment en carburant, son plan et en pétrole lampant. Une telle situation est également susceptible d'exposer les distributeurs des difficultés dans l'exécution de leurs engagements contracts vis-à-vis de leurs fournisseurs et partenaires avec des incidences opérationnelles et financières significatives. Aujourd'hui, un navire affrété par le GPM doit arriver à Tuamasin avec à son bord du gasoil, de l'essence et du pétrole lampant. Un autre navire transportant du gasoil destiné à la Jirama a quant à lui été affrété par l'État par l'intermédiaire de la SPM. Autrement dit, deux navires doivent accoster à Tuamasin à la même date. Or, le terminal pétrolier de Tuamasin ne dispose que d'un seul site de stockage, celui de Galana Raffinerie, qui fait actuellement l'objet d'une réquisition par les autorités afin de réceptionner le carburant importé par l'État pour la Jirama. Les opérateurs regroupés au sein du groupement des pétroliers de Madagascar ne pourront donc plus y décharger leur cargaison. Il s'agit pourtant du carburant qu'ils ont importé pour approvisionner le marché intérieur, c'est-à-dire le carburant destiné à la consommation du grand public. Une situation qui fait craindre des perturbations dans l'approvisionnement. Une concertation préalable entre l'État, les opérateurs du secteur et l'ensemble des parties prenantes aurait permis d'anticiper ces contraintes et d'identifier les solutions les plus adaptées pour préserver la sécurité énergétique du pays ainsi que la continuité de l'approvisionnement du marché. À rappeler que la loi sur l'aval pétrolier est entrée en vigueur le 3 août dernier. Elle ouvre notamment la possibilité à l'État d'importer directement des produits pétroliers et autorise la SPM à intervenir dans les importations de carburant qui étaient jusqu'ici assurées par le circuit commercial habituel. Selon les informations disponibles, le carburant concerné provient du Nigeria. La cargaison représente au total 64 000 tonnes métriques et est, dans un premier temps, exclusivement destinée à la Jirama. Et toujours dans ce contexte, Madagascar cherche de nouvelles sources d'approvisionnement en carburant et la Russie fait partie des pays évoqués dans cette perspective. Mais une question se pose. La Russie elle-même fait actuellement face à des pénuries de carburant. Comment un pays qui peine à approvisionner son propre marché intérieur pourrait-il devenir un fournisseur fiable pour Madagascar? Réponse dans ce reportage. La Russie fait partie des principaux producteurs de pétrole au monde. Elle dispose d'importantes réserves pétrolières, de nombreuses raffineries et d'un vaste réseau d'exportation. Elle pourrait donc, en théorie, devenir un partenaire important pour Madagascar. Mais depuis le mois de juin, la situation a changé. La Russie fait face à une crise d'approvisionnement en carburant. Des attaques répétées ont ciblé plusieurs raffineries, contraignant certaines d'entre elles à réduire, voire à interrompre leur production. Vente d'essence limitée après des frappes ukrainiennes, les autorités minimisent. En juillet, la production russe d'essence est ainsi tombée à environ 65% de son niveau habituel. La production ne suffit donc plus à répondre pleinement aux besoins du marché intérieur. En juillet également, la Russie a commencé à importer de l'essence depuis le Maroc avec une cargaison d'environ 30 000 tonnes. Des importations ont également été effectuées depuis l'Inde et le Kazakhstan.
Face à sa plus grande crise de carburant depuis la chute de l'URSS, la Russie contrainte d'importer du pétrole depuis le Maroc. Moscou a par ailleurs confirmé l'interdiction des exportations d'essence jusqu'à la fin de l'année 2026. Madagascar n'est pas le seul pays à chercher à renforcer sa coopération avec la Russie dans le domaine de l'approvisionnement en carburant. Certains pays qui dépendaient jusqu'ici des approvisionnements russes commencent eux aussi à chercher d'autres sources. En Asie centrale par exemple, certains pays font face à une hausse de prix et à des pénuries de carburant, alors que les approvisionnements en provenance de la Russie diminuent. Cela signifie que, non seulement la Russie dispose actuellement de moins de capacités pour approvisionner d'autres pays, mais que certains de ses anciens partenaires cherchent eux-mêmes de nouveaux fournisseurs. Dans ce contexte, il paraît difficile de considérer la Russie comme une source d'approvisionnement en carburant durablement fiable pour Madagascar. Car lorsqu'une pénurie survient, la priorité de Moscou est claire: approvisionner d'abord son propre marché intérieur. Dans un tout autre sujet, un militaire récemment intégré aux forces armées malagasy a été retrouvé mort par balle hier matin au sein du bataillon d'infanterie d'Ioussi. Il revenait d'une mission dans le cadre de l'opération Riri 2026. 3 résidus de balles ont été relevés de son corps. Son arme a également été retrouvée à proximité avec plusieurs étuis et des munitions qui n'avaient pas été tirées. Antoniana Martina pour plus de détails. C'était à proximité des sanitaires du bataillon d'infanterie d'Ioussi que le corps sans vie de ce militaire, nouvellement engagé, a été découvert hier, aux premières heures de la matinée. Il était allongé au sol et 3 résidus de balles ont été trouvés, 1 au niveau de la poitrine et 2 au niveau du bras. À ses côtés se trouvait son fusil AKM, avec plusieurs étuis, ainsi que des munitions non tirées. De retour d'une mission de maintien de l'ordre, avant de rejoindre Antananarivo, les militaires faisaient escale à Iousi. C'est au cours d'un rassemblement destiné à effectuer un contrôle qu'un coup de feu a été entendu en direction des sanitaires. Tous les militaires se sont immédiatement plaqués au sol. Quelques instants plus tard, lors de la fouille des lieux, le corps sans vie du militaire a été découvert. De nombreuses zones d'ombre entourent encore cette affaire. Une vérification des armes utilisées par les quelques 300 militaires présents dans la caserne a immédiatement été effectuée. Des résidus de tir ont été retrouvés sur l'arme d'un militaire nouvellement engagé, ainsi que sur celle de 2 cadres. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès. Dans le domaine de l'éducation, le taux de réussite au baccalauréat dans la province de Fianarantsoa s'élève à 51%. Selon les résultats publiés ce matin, la série C arrive en tête, suivie des filières professionnelles et techniques, ainsi que de l'OSE. La série S affiche quant à elle le taux de réussite le plus faible. Reportage. Les résultats du baccalauréat dans la province de Fianarantsoa ont été publiés ce matin. Sur les 36 524 candidats inscrits, 18 678 ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite d'environ 51%. La série C arrive en tête avec 75% de réussite, suivie de l'OSE avec 63%, de la série D avec 62% et de la série L avec 61%. La série A2, qui compte le plus grand nombre de candidats, affiche un taux de réussite de 46%. La série S enregistre le taux le plus faible avec 37% de réussite. Du côté de l'enseignement professionnel et technique, le taux de réussite atteint 70%. Parmi les établissements ayant obtenu les meilleurs résultats cette année à Fianarantsoa figure le lycée Saint-Joseph de Cluny de Tambourbé. L'établissement affiche un taux de réussite de 100% dans toutes les séries. 168 candidats sur 168 ont obtenu leur baccalauréat. 9 candidats du SJC ont également obtenu la mention très bien, tandis que 56 ont décroché la mention bien.
Et comme on est encore en vacances, de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants aux ateliers de vacances. C'est notamment le cas au sein de Golden Grow à Kiran. L'objectif est principalement de stimuler l'éveil et le développement intellectuel des enfants, mais aussi de réduire le temps qu'ils passent devant les écrans à la maison. Ces ateliers de vacances permettent ainsi d'occuper les enfants, de les instruire et de les développer de nouvelles compétences. Reportage. Loisirs, jeux et activités créatives rythment le programme. Chaque participant dispose d'un espace pour exprimer ses talents et apprendre de nouvelles choses dans le cadre de cet atelier de vacances. Le programme ne se limite toutefois pas aux activités de loisirs. Parmi les disciplines particulièrement mises en avant figure notamment l'art oratoire. Les enfants sont entraînés à prendre la parole avec confiance devant un public, à communiquer, à écouter les autres et à exprimer clairement leurs idées. Des enfants âgés de 4 à 15 ans participent à cet atelier de vacances à Akiran. La découverte des talents, le développement de la curiosité et de la créativité constituent les principaux objectifs. L'atelier ne s'arrête pas avec les vacances. L'accompagnement et le soutien des enfants se poursuivent également pendant la période scolaire. Un jeu qui fait référence à la culture malagasy, c'est l'objectif de Vatfansk, une création d'un Jiatsuaven connu sous le nom de Tsu. Un jeu de société entièrement pensé et conçu à Madagascar qui mêle divertissement, réflexion et découverte. Reportage sur les images de Yves Janel. Depuis son enfance, Tsu aime fabriquer ses propres jeux à partir de papier et de bois. À l'époque, il reproduisait notamment des jeux comme le Scrabble, le jeu de Dada ou encore le Monopoly. Au fil des années, l'idée de créer son propre jeu a mûri. Après plusieurs années de réflexion et de préparation, Vatfansk voit finalement le jour. À première vue, le concept peut rappeler celui du Monopoly, avec ses pions, ses échanges d'argent et son parcours. Mais le principe est tout autre. Ici, le joueur est plongé au cœur des richesses et des particularités de Madagascar. Le jeu est entièrement en malagasy et permet également de tester ses connaissances, notamment à travers des questions portant sur les ouabulan, proverbes malagasy, ainsi que les ankamatach, devinettes traditionnelles. Les différentes cases permettent ainsi de découvrir des produits typiquement malagasy, mais aussi les régions ou les endroits où ils sont principalement produits. Les pions, eux, mettent également à l'honneur des espèces et des éléments que l'on retrouve uniquement ou principalement à Madagascar. Avant même de commencer la partie, les joueurs doivent faire preuve de réflexion. Le plateau est en effet conçu sous forme de puzzle. Une fois assemblés, les différentes pièces prennent la forme d'un port. C'est justement cette particularité qui a inspiré le nom Vatfansk, qui renvoie à l'univers maritime et à l'ancrage du jeu dans l'identité malagasy. Environ 150 000 arrières ont été nécessaires pour réaliser le premier prototype avec des matériaux et un savoir-faire entièrement mobilisé à Madagascar. Pour le moment, Vatfansk n'est pas encore commercialisé. Son créateur lance donc un appel aux personnes ou aux entreprises qui souhaiteraient s'associer au projet, notamment pour la production et l'impression du jeu à plus grande échelle. Avec Vatfansk, l'objectif est ainsi de faire du jeu un véritable outil de découverte capable de divertir tout en transmettant, aux petits comme aux grands, une partie des richesses et des connaissances liées à la culture malagasy. Dans les actualités sportives, tous les pratiquants de taekwondo ITF sont actuellement en pleine préparation du championnat national. Il s'agit d'un événement majeur qui permettra également de sélectionner les combattants capables de défendre les couleurs de Madagascar lors du championnat de la région de l'Afrique australe. Le championnat national se tiendra le 29 août prochain. Narsouraza Kassan sur les images de Michel Rakoutsan. Un grand événement attend Madagascar les 7 et 8 novembre prochains avec l'organisation du championnat d'Afrique australe de taekwondo ITF. 4 pays participeront à cette compétition, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Zimbabwe et Madagascar. Les combattants malagasy sont déjà pleinement mobilisés et se préparent activement pour cette échéance.
Afin de confirmer la sélection de ceux qui composeront l'équipe nationale, le championnat national se tiendra le 29 août prochain. Selon le président de la commission malgache de taekwondo ITF, environ 70 combattants sont attendus pour cette compétition. Un bureau sera également mis en place afin de désigner les membres chargés de la gestion de la région de l'Afrique australe. La commission souhaite que Madagascar puisse prendre en charge cette gestion selon les explications. Et tous les salaires de l'ancien entraîneur des Barea, Romuald Rakutunjabe, ont été réglés selon les explications des responsables de la Fédération malagache de foot. Le contrat liant Coach Roro à la fédération a pris fin au moment de sa démission, lorsqu'il a cessé d'être l'entraîneur des Barea A. La fédération n'avait également aucun contrat avec un entraîneur durant le Chan, selon ces mêmes explications. Toujours un reportage signé Narsura Zakassan et Michel Ragoutsan. À la suite des déclarations de l'ancien entraîneur des Barea, Roro, en fin de semaine dernière, concernant son salaire qui aurait été selon lui encore impayé, la Fédération malgache de football a apporté des précisions sur cette affaire. L'entraîneur ne dispose d'aucun contrat spécifique avec la fédération, en dehors de celui concernant l'équipe nationale A. Des discussions devraient ainsi avoir lieu avec toutes les parties concernées afin d'examiner la situation et de déterminer les faits réels selon les explications de la fédération. Une déclaration officielle sera également faite par la fédération à l'issue de ces discussions, si la rencontre entre les parties peut effectivement avoir lieu, précise-t-elle. Dans les actualités internationales, pour voir le soleil disparaître totalement, direction Burgos dans le nord de l'Espagne. La ville se prépare depuis des mois à accueillir des milliers de curieux pour près de 2 minutes d'obscurité en plein jour. France 24. Habituellement, en plein mois d'août, le centre médiéval de Burgos, situé dans une région rurale de l'Espagne, n'attire guère les foules. Mais depuis ce week-end, le spectacle y est très différent. Une foule d'astrotouristes venus du monde entier pour admirer l'éclipse, comme cette famille qui vient d'atterrir de Hong Kong. C'est très excitant. Je voulais amener mes enfants pour qu'ils puissent voir leur première éclipse solaire. Asiatiques, américains ou européens, à Burgos, idéalement situé en altitude sur le parcours de l'éclipse totale, au moins 25 000 visiteurs étrangers sont confirmés et les kiosques de la mairie chargés de distribuer des brochures et des lunettes pour l'événement sont pris d'assaut. On a distribué 5000 paires ici. C'est impressionnant. On a des gens du monde entier. J'ai parlé français, anglais, un peu italien. C'est fou. Au fil des semaines, presque tous les hébergements de la région ont été réservés et les prix ont plus que doublé. Même ces passionnés d'astronomie venus de Rennes en voiture ont eu quelques sueurs froides. Là, on a eu de la chance, on a eu l'auberge de jeunesse, mais sinon, les Airbnb commençaient à être à 150 € par nuit par personne. La plupart des gens qui viennent pour se loger maintenant, ils sont à 1 heure, 1 heure et demie de route facile, parce qu'il n'y a plus rien dans les environs. Une affluence exceptionnelle qui devrait profiter à tout le nord de l'Espagne, où près d'1 demi-million de touristes étrangers sont attendus pour cette éclipse. Et au-delà du spectacle, l'éclipse solaire représente une occasion rare pour les scientifiques d'étudier le Soleil. La NASA profitera du phénomène pour mener plusieurs observations et recueillir de nouvelles données. France 24. À la poursuite de l'ombre de la Lune, pour mieux comprendre notre planète. Équipés de caméras, des avions de la NASA vont photographier pendant l'éclipse la couronne solaire, la seule partie de l'astre qui restera visible. L'éclipse vue d'aussi haut permet d'avoir la vue la plus dégagée possible sur le Soleil. Cela permet aux scientifiques d'avoir pleinement confiance dans les données qu'ils examinent. Ces clichés permettront notamment d'étudier la chaleur produite par le Soleil. En volant dans l'ombre de la Lune, les pilotes vivront l'éclipse pendant 3 minutes environ. Plus longtemps qu'au sol, où elle durera au maximum 2 minutes et 18 secondes. Dans le nord de l'Espagne, où l'éclipse sera totale, des ballons météo étudieront les changements brusques de l'atmosphère. Les biologistes espagnols, eux, analyseront la réaction des oiseaux à cette obscurité soudaine. Mais pas de risque a priori de dérèglement des comportements. Ils ne peuvent pas être perturbés sur le rôle de la lumière, parce que c'est vraiment trop court, 2 minutes, le rythme circadien ne va pas changer. Ils seront perturbés très peu de temps. Quelques minutes seulement pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche.
Pour terminer, le Pakistan, pays réputé pour ses valeurs conservatrices, fait rarement parler de lui pour sa scène musicale et de divertissement. Pourtant, dans les grandes villes comme Karachi et Lahore, une scène DJ discrète mais en plein essor commence à se faire entendre avec des talents émergents et des artistes qui transforment l'industrie musicale. Au cœur de cette évolution, de plus en plus de femmes s'affirment dans un milieu largement dominé par les hommes. France 24. À Karachi, la métropole cosmopolite du sud du Pakistan, la musique électronique gagne du terrain. Dans son petit studio du centre-ville, Kiara D'Souza, 23 ans, est concentrée sur son logiciel de mixage. La jeune DJ peaufine le set qu'elle doit jouer dans quelques heures, au programme de la pop drum and bass. Encore peu nombreuses derrière les platines il y a quelques années, les femmes investissent progressivement cet univers très masculin. Mais dans un pays aux valeurs traditionnelles, beaucoup réprouvent cette activité associée au monde de la nuit et à des comportements jugés immoraux. Comme nous vivons dans la République islamique du Pakistan, beaucoup de gens considèrent la fête comme une activité illicite. Le fait que des filles s'habillent élégamment, portent des vêtements courts, que des filles et des garçons se mélangent, soient ensemble ou dansent, est mal vu. Une partie de la société considère que ces rave-parties relèvent presque de l'œuvre du diable. La police intervient, met fin à nos événements et parfois elle réclame des pots de vin ou de l'argent. Direction une fête dans les environs de Karachi, dans un lieu gardé secret. Au platine ce soir, Kiara. L'événement est privé, clandestin. Ces poches de liberté font l'objet de raids policiers de plus en plus fréquents. Dans le pays, la ségrégation des genres est la norme et l'alcool est interdit par la loi islamique. Pour éviter d'attirer l'attention, les organisateurs ont loué une villa à l'écart du centre-ville et les invités sont triés sur le volet. Peu importe l'intensité des descentes de police ou les difficultés liées à la sécurité qui rendent l'organisation de ce type d'événements compliqué, beaucoup de jeunes, notamment de la génération Z, sont en train de remettre en cause les normes. Tout le monde a envie de danser, les gens adorent ça. Et cette résistance ne fait que renforcer notre énergie et notre détermination. Et les gens sont prêts à continuer. Les raves ne sont pas explicitement interdites par la loi pakistanaise, mais les autorités interviennent pour sanctionner la consommation d'alcool ou de stupéfiants et les actes d'obscénité punis par la loi. Dans ce commissariat de Karachi, l'officier en charge estime que ces rassemblements éloignent les jeunes des valeurs traditionnelles. La police et le gouvernement sont déterminés à empêcher ce genre de choses. Pour nous, ce sont des activités démoniaques. Ce n'est pas seulement illégal, c'est démoniaque. Même si ces fêtes sont organisées clandestinement, nous prendrons des mesures. Aujourd'hui, les gens ont peur d'organiser des soirées, car nous avons sensibilisé la population. Si des voisins entendent du bruit ou soupçonnent quelque chose, ils nous alertent immédiatement. Pour contourner ces restrictions, un nouveau concept s'est développé depuis un an. Les fêtes sobres, dites halal, organisées en journée. Dans ce café d'un quartier huppé, Sarah Ejaz, actrice et DJ, s'apprête à jouer son set en plein après-midi. L'artiste se produit de plus en plus souvent dans ce type d'événement, toléré par les autorités et plus viable pour les DJ qui y trouvent des lieux sûrs et réguliers pour jouer. L'entrée est d'environ 25 € par personne pour des événements qui attirent principalement la jeunesse dorée. Ces fêtes apprennent aux gens à ne pas associer la musique à la drogue. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De plus en plus de personnes arrivent à dépasser la stigmatisation qui entoure la musique électronique, en montrant qu'on peut l'écouter sans être sous l'emprise de substances. Ce type d'événement sort aussi de l'univers exclusivement nocturne et underground, pour rendre cette musique plus accessible à tous. Osman est celui qui a lancé ce concept devenu populaire. Sa plateforme organise des soirées sobres une fois par mois depuis septembre 2025.
On manque de lieux ici. On n'a pas de discothèque, pas de bar. Alors on transforme pour quelques heures des restaurants, des cafés ou même des salles de sport et des clubs de paddle en espaces où les gens peuvent se retrouver, discuter et s'amuser. On le fait en journée. On n'a pas besoin de se cacher pour être inclusif. Et à chaque événement, il y a plus de 60% de femmes. Mais beaucoup de ces femmes artistes préfèrent évoluer dans leur propre cercle pour créer leur musique. Ce soir, Zeba et Ira jouent de manière informelle pour leurs amis proches. Cela fait 1 an que Zeba, qui travaille dans la communication, s'est lancée dans la musique électronique. On veut savoir qui vient ici, avec qui on passe du temps, qui partage cet espace avec nous. Ici, c'est notre lieu sûr. On peut faire ce qu'on veut, s'amuser l'esprit tranquille. On sait aussi que personne ne va filmer la soirée et publier les images en ligne. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce genre de musique ou simplement le fait de voir des femmes aussi libres. Au Pakistan, où la musique religieuse et traditionnelle occupe une place centrale, la scène électronique est largement cantonnée au milieu urbain, anglophone et aisé. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Au revoir et passez une bonne soirée sur Viva.